La pluie tombait depuis l'aube, fine et régulière, recouvrant les toits d'un voile humide qui effaçait les contours du paysage. L'air portait cette odeur métallique propre aux matinées d'automne, mélange de feuilles en décomposition et de pierres mouillées. La maison familiale, dressée à l'écart du village, se tenait dans un silence lourd que seule la rumeur lointaine de la pluie venait troubler. Ses murs, d'un gris sombre, semblaient absorber la lumière du jour plutôt que la refléter. À travers les vitres, les pièces baignaient dans une clarté diffuse qui aplatissait les ombres, rendant chaque objet à la fois plus proche et plus étranger. Je connaissais chaque recoin de cette maison, chaque fissure dans le plâtre, chaque grincement de marche, et pourtant, en franchissant le seuil ce matin-là, quelque chose m'avait frappé d'emblée. L'atmosphère n'était pas celle d'un lieu simplement ancien, mais celle d'un espace verrouillé, sur la défensive, comme s'il avait conscience de protéger un secret. Le parquet habituellement accueillant sous mes pas me semblait plus froid, presque réticent à me porter. Au cœur de cette demeure, dans une pièce que nous appelions le cabinet, se trouvait le coffre familial. C'était un meuble massif, encastré dans le mur, protégé par une porte d'acier dont la surface polie renvoyait des reflets ternes. Sa combinaison, composée de chiffres gravés sur un cadran circulaire, avait toujours été connue de 3 personnes. Mon père, le notaire de famille et depuis peu ma tante Émilienne. L'accès à ce coffre ne relevait pas seulement de la nécessité matérielle, mais d'un rituel presque sacré. Les documents qu'il contenait représentaient l'histoire, les biens, les alliances et les dettes de plusieurs générations. Anchi. M'approchant ce matin-là, j'avais remarqué un détail qui n'aurait dû rien signifier, mais qui m'avait figé sur place. Le cadran portait de légères traces de doigts, comme une condensation discrète, à peine visible sous la lumière, pâle de la fenêtre. Cette marque n'aurait pas dû être là, car le coffre était rarement ouvert et manipulé. L'idée que quelqu'un ait pu tourner la combinaison récemment, en mon absence, s'imposa à moi avec la netteté d'une certitude. Je me souvenais parfaitement du bruit sec que produisait le verrou interne quand on atteignait la bonne séquence. Un claquement métallique, suivi d'un déclic presque imperceptible. Ce son, je ne l'avais pas entendu depuis plusieurs semaines. Et pourtant, la tension qui se dégageait de la pièce me donnait l'impression qu'il avait résonné ici récemment, que le mécanisme avait été sollicité avec la précision de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. La pluie, toujours régulière, accentuait la sensation d'isolement. Chaque goutte frappant la vitre ajoutait au rythme intérieur de mes pensées. L'image d'Émilienne s'imposa à mon esprit, avec sa manière précise de manipuler les objets, son regard attentif toujours posé un instant de trop sur les choses qui comptaient. Depuis le décès de mon père, elle avait pris un rôle plus central dans la gestion des affaires familiales, mais cette place n'avait jamais été officialisée. Elle connaissait le code, certes, mais jamais encore elle ne l'avait modifié. Du moins, c'est ce que je croyais. Lorsque je posai ma main sur la surface froide du coffre, je sentis que quelque chose avait changé. Les chiffres du cadran semblaient légèrement décalés par rapport à leur alignement habituel. Ce n'était pas une différence flagrante, mais plutôt une impression subtile, comme si la mécanique interne avait été réinitialisée. Mes doigts hésitèrent à tourner la molette, consciente que le moindre geste pourrait sceller ou rompre une part de confiance déjà fragile. J'essayais la combinaison habituelle, celle que je connaissais depuis toujours. Le verrou refusa d'obéir. Le cadran tournait avec la même fluidité, mais le déclic attendu ne vint jamais. Cette résistance du mécanisme avait un poids psychologique disproportionné. Elle signifiait non seulement qu'un acte concret avait été commis, mais aussi qu'il avait été accompli volontairement, avec l'intention claire d'exclure certains membres de la famille de l'accès au contenu. Ce n'était pas une erreur accidentelle, mais une décision. Et cette décision portait la marque d'une autorité que je n'avais pas reconnue ni validée. Je restai un moment dans cette pièce, immobile, à écouter le bruit régulier de la pluie et le silence, tendu du coffre fermé. Les murs tapissés de boiseries semblaient retenir leur souffle. Chaque livre, chaque cadre, chaque bibelot sur les étagères semblait orienté vers cet objet unique, comme si tout l'espace avait été construit autour de lui. Le coffre n'était plus simplement un meuble. Il était devenu une frontière, un point de rupture dans la continuité des liens familiaux. Je sortis finalement du cabinet, traversai le couloir aux tapisseries ternies par les années et pénétrai dans le grand salon. Là, les portraits des ancêtres me fixaient depuis leurs cadres dorés, impassibles et sévères. Leurs regards, figés dans l'huile et le vernis, semblaient poser une question silencieuse. Que ferais-je pour protéger ce qui leur avait appartenu?
Cette interrogation muette s'enfonça en moi comme une graine prête à germer en une décision irrévocable. L'après-midi se déroula dans une torpeur étrange. Les bruits extérieurs étaient étouffés, absorbés par l'épaisseur des murs. Même le tic-tac de l'horloge du vestibule semblait ralentir. Je passais de pièce en pièce, cherchant un indice tangible, un signe matériel qui viendrait confirmer ce que je savais déjà. Dans le bureau attenant à la bibliothèque, une clé reposait sur le bureau, mais pas n'importe laquelle. C'était une clé secondaire, celle qui permettait d'ouvrir le compartiment inférieur du coffre, un espace, souvent oublié car il ne contenait que des documents administratifs. Sa présence hors de son emplacement habituel renforçait l'idée qu'une manipulation récente avait eu lieu. Je me surpris à examiner les fenêtres, les verrous, les poignées de porte, comme si le changement du code pouvait s'accompagner d'autres altérations invisibles. Tout semblait en ordre, mais cette normalité apparente ne faisait que rendre l'ensemble plus suspect. Les véritables intrusions, je le savais, laissent rarement des marques grossières. Elles se lisent dans les détails, dans la modification subtile d'une habitude, dans la disparition d'un objet anodin ou dans le déplacement d'un livre sur une étagère. En fin de journée, le ciel s'assombrit davantage, annonçant une nuit sans lune. L'odeur de bois humide se fit plus présente dans la maison, comme si les murs eux-mêmes exsudaient l'humidité accumulée. Je me sentis prisonnier d'un lieu familier devenu étranger, pris dans une tension entre la mémoire de ce qu'il avait été et la réalité de ce qu'il était devenu. Le coffre, fermé et inaccessible, était plus qu'un obstacle matériel. Il était le symbole d'un pouvoir souterrain qui s'exerçait désormais dans l'ombre. J'avais la certitude que cette modification du code n'était pas le fruit du hasard. Elle s'inscrivait dans une stratégie plus vaste, un jeu de contrôle et de dissimulation dont je ne percevais encore que les contours. Et quelque part, hors de ma vue, celui ou celle qui avait agi devait ressentir une satisfaction discrète, confiant que son geste resterait incompris ou impuni. Mais je savais déjà que ce n'était qu'une question de temps avant que les murs de cette maison, si denses et silencieux, ne finissent par rendre ce qu'ils avaient vu. La nuit avait déposé sur la maison une chape plus épaisse encore que les heures de pluie. Le vent, qui s'était levé dans la soirée, avait balayé les feuilles mortes contre les murs, produisant un frottement régulier, presque hypnotique. À l'intérieur, l'air semblait plus dense, comme si chaque pièce retenait une respiration, silencieuse, dans l'attente d'un geste, d'une décision. Le silence n'était pas vide. Il portait en lui la mémoire de bruits éteints, d'échos amortis par les tapis et les boiseries. Je me réveillai tôt, avant même que la lumière ne se lève. L'obscurité persistait, diluée par le gris pâle de l'aube qui peinait à filtrer à travers les rideaux lourds. La maison, dans cette semi-pénombre, paraissait plus grande, plus ancienne, comme si ses couloirs s'allongeaient légèrement et que ses escaliers se déformaient sous l'effet d'un souvenir enfoui. Les marches, familières, grinçaient, par endroits d'une manière différente, comme si le bois réagissait à une tension invisible. Je retournai dans le cabinet où se trouvait le coffre. La surface métallique était froide, presque humide au toucher, comme si la condensation de la nuit avait déposé une fine pellicule sur l'acier. Le cadran portait encore les marques ténues d'une manipulation récente. Les empreintes, à peine perceptibles, semblaient avoir été laissées par une main sûre, exercée. Les chiffres gravés se succédaient avec la précision d'une montre ancienne. Aucun ne portait de rayures, aucune trace d'un geste hésitant. À côté du coffre, l'étagère basse était occupée par une série de boîtes en bois sombre. Certaines contenaient des lettres, d'autres des carnets de comptes jaunis par le temps. En ouvrant l'une d'elles, je sentis l'odeur sèche du papier ancien mêlé à celle, plus douce, du cèdre qui protégeait ses archives de l'humidité. Tout semblait en ordre, et pourtant, en refermant la boîte, je remarquai que le couvercle ne s'ajustait pas parfaitement. Le bois avait été déplacé récemment, peut-être plusieurs fois, comme si l'on avait cherché quelque chose ou vérifié un contenu. Je fis lentement le tour de la pièce. Le tapis, aux motifs orientaux usés, avait un pli discret près du pied du bureau, à un endroit où personne ne marchait d'ordinaire. Ce pli n'était pas naturel. Il évoquait la trace d'un objet, lourd, déplacé ou soulevé. En soulevant légèrement le tapis, je découvris une marque circulaire dans le parquet, la trace laissée par un pied métallique. Je sus immédiatement qu'il s'agissait du support mobile que l'on utilisait, parfois pour déplacer le coffre lors des travaux de restauration. Cela signifiait que le coffre avait été bougé, ne serait-ce que de quelques centimètres, récemment. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité. Dans le couloir, les murs dégageaient une odeur de pierre froide, de mortier ancien. En longeant la galerie des portraits, je me surpris à ressentir une étrange impression.
Les visages peints, figés depuis des décennies, semblaient suivre mes pas. Non pas par un mouvement réel, mais par une intensité de regard qui ne m'avait jamais frappé auparavant. Comme si la modification du code du coffre avait provoqué une perturbation jusque dans la mémoire figée des ancêtres. Dans la grande salle à manger, la lumière du matin pénétrait enfin, révélant la poussière, suspendue dans l'air, les chaises, alignées contre le mur, avec l'air de sentinelles silencieuses. Sur le buffet, une clé reposait, isolée, comme oubliée. Mais en la prenant en main, je compris qu'elle ne correspondait à aucune serrure de la maison. C'était une clé plus fine, plus récente, dont la fabrication ne ressemblait pas aux clés forgées du siècle dernier. Elle portait au revers un petit poinçon que je reconnus, celui du cabinet du notaire de famille. Cette découverte provoqua une vague de méfiance et de curiosité mêlée. La clé semblait presque déplacée ici, comme un fragment étranger, à l'ordre familier des lieux. Je me souvenais que le notaire conservait toujours un double des moyens d'accès importants. Duplicata de clés, copie de titre, code de sécurité. Officiellement, c'était une précaution. Officieusement, cela représentait un pouvoir discret, mais immense. Le fait que cette clé se trouve dans la salle à manger, en évidence, me semblait presque trop évident, comme si elle avait été placée là pour être trouvée. Était-ce une invitation, un avertissement ou une provocation? La matinée s'écoula lentement, ponctuée par mes allers-retours entre les pièces, comme si je cherchais à mémoriser chaque détail dans l'état exact où il se trouvait. La bibliothèque, avec son odeur de cuir et de papier, me retint un long moment. Certains volumes avaient été déplacés. Les espaces vides trahissaient une main qui n'avait pas pris soin de replacer les livres exactement comme avant. Derrière un dictionnaire ancien, je trouvais un petit carnet relié de toile grise. Il ne contenait pas de texte, seulement une série de chiffres et de dates, inscrits à la plume. L'écriture fine et régulière appartenait à mon père. Les dates correspondaient à des moments précis où le coffre avait été ouvert au cours des 20 dernières années. La dernière inscription remontait à moins d'une semaine, bien après le décès de mon père, ce qui confirmait que quelqu'un avait manipulé le coffre très récemment. En refermant le carnet, je ressentis un frisson. Chaque indice trouvé ne faisait pas que confirmer mes soupçons. Il élargissait le cercle des questions. La clé du notaire, la marque laissée par le déplacement du coffre, le carnet à jour. Tout cela formait un réseau d'actions cohérentes, mais dont la logique m'échappait encore. Je compris que pour avancer, il me faudrait reconstituer non seulement les gestes de ces derniers jours, mais aussi l'histoire plus profonde qui liait ma tante au notaire et au contenu du coffre. En fin d'après-midi, le soleil perça brièvement à travers les nuages, projetant sur le parquet du cabinet une lumière oblique. Cette lueur mettait en relief chaque grain de poussière, chaque irrégularité de la surface métallique du coffre. J'eus alors l'impression que cet objet, pourtant muet, me défiait silencieusement, comme s'il savait que le code que je cherchais n'était pas seulement une suite de chiffres, mais la clé d'une vérité enfouie. Je quittai la pièce en sachant que la maison avait parlé, mais par fragments. Les murs, les meubles, les objets, tous portèrent la trace d'un passage, d'une main qui avait voulu contrôler, cacher, verrouiller. Et quelque part, dans un bureau feutré, le notaire conservait dans sa poche le double de ce que ma tante voulait garder pour elle seule. Le 3e jour commença dans un silence épais, inhabituel même pour la maison familiale. Les rideaux tirés laissaient filtrer une lumière diffuse, comme si le soleil avait choisi de rester derrière un voile, refusant de révéler pleinement les contours des choses. Dans ce clair-obscur, les objets semblaient plus massifs, plus opaques, comme alourdis par une signification cachée. Je descendis l'escalier en prenant conscience du son de mes propres pas, amplifié par l'absence de toute autre activité autour. Le bois des marches, poli par des décennies d'allées et venues, reflétait une lueur terne qui disparaissait aussitôt sous mes pieds. J'avais l'impression que chaque planche se souvenait de ceux qui l'avaient foulée avant moi et qu'elle pesait mes intentions, évaluant silencieusement si j'étais digne de franchir ce seuil avec le savoir que je cherchais. Dans le cabinet, le coffre restait immobile, comme une sentinelle endormie. Sa surface métallique, par endroits marquée de minuscules rayures, semblait absorber la faible lumière venue de la fenêtre. Je restai longtemps à l'observer, conscient que la véritable clé du problème ne se trouvait peut-être pas dans sa serrure, mais dans le réseau invisible de relations et de décisions qui l'entourait. La clé trouvée la veille, celle frappée du poinçon du notaire, occupait une place fixe dans ma poche. Sa présence constante, contre le tissu, me rappelait qu'elle représentait à la fois une promesse et un risque.
Elle n'ouvrait peut-être pas directement le coffre, mais elle me liait irrévocablement à l'existence de ce double que le notaire gardait. Un double non pas matériel, car il n'y avait pas de clé physique pour le coffre, mais un duplicata du code, transcrit, conservé et peut-être utilisé hors de toute procédure officielle. Je passais la matinée à examiner les documents dispersés dans la bibliothèque. Certains portaient l'écriture reconnaissable de ma tante Émilienne, nette, inclinée, régulière. Elle annotait souvent les marges avec de petites remarques chiffrées, comme si elle tenait une comptabilité mentale de chaque bien, chaque transaction. Dans un classeur dissimulé derrière un atlas du 19e siècle, je découvris une série de feuillets pliés avec soin. Ils contenaient des relevés de valeur, des estimations faites par un expert il y a moins de 2 mois. Parmi ces documents figurait la description détaillée du contenu supposé du coffre, titres de propriété, obligations anciennes, bijoux transmis depuis 3 générations, et surtout une enveloppe scellée portant la mention manuscrite à ouvrir uniquement en présence du notaire. Ce dernier élément me troubla particulièrement. L'enveloppe était connue dans la famille, mais son existence dans un document récent impliquait que quelqu'un avait eu accès à son emplacement exact. Cela confirmait que le coffre avait été ouvert récemment, et pas uniquement pour de simples vérifications administratives. Je décidai d'examiner des zones de la maison que je fréquentais moins. Dans le grenier, sous la charpente noire, de poussière, je retrouvai un vieux coffre en bois autrefois utilisé pour stocker des papiers avant la construction du cabinet actuel. L'odeur de bois sec et de textiles anciens me prit à la gorge. En fouillant parmi les tissus pliés, je découvris un petit écrin vide, recouvert de velours bleu. Son intérieur portait la forme creuse d'un bijou disparu depuis longtemps, un pendentif en or que je croyais encore dans le coffre principal. La disparition de cet objet confirmait que le changement de code ne visait pas seulement à verrouiller, mais à retirer ou déplacer certains biens. En redescendant, je pris le couloir latéral qui menait au bureau où mon père recevait parfois le notaire. Cette pièce avait toujours eu une atmosphère différente des autres. L'air y était plus sec, les murs ornés de cartes cadastrales anciennes, et une grande table massive occupait le centre. Dans le tiroir du bas, verrouillé, mais facilement forcé, je trouvais un registre relié de cuir brun. Les premières pages consistaient en de simples notes d'entretien sur les biens familiaux, mais plus loin, je tombais sur une série d'entrées codées, inscrites dans une écriture que je ne connaissais pas. Les chiffres, regroupés par séquences, semblaient être des combinaisons. Certaines étaient barrées, d'autres entourées, et l'une d'elles correspondait, à en juger par ma mémoire, à l'ancien code du coffre. Plus inquiétant encore, une autre séquence, plus longue, portait la date du mois précédent. Était-ce le nouveau code? Si oui, pourquoi se trouvait-il ici, dans un tiroir accessible, au lieu d'être sous la garde stricte du notaire? L'après-midi, je sortis dans le jardin. Le vent avait nettoyé l'air de toute humidité, laissant derrière lui une odeur de terre fraîche. Les arbres, encore lourds de pluie, laissaient tomber des gouttes sur le gravier de l'allée. Ce jardin, que j'avais toujours associé à l'idée de refuge, me paraissait à présent être un terrain d'observation. Depuis certains points, on pouvait voir directement à travers les fenêtres du cabinet. Quiconque connaissait l'emplacement du coffre aurait pu surveiller son ouverture depuis l'extérieur, notant les gestes, la durée, et peut-être les moments opportuns pour intervenir. En fin de journée, alors que la lumière baissait, je retournai une dernière fois au coffre. Je posai ma main sur la surface froide et ressentis une étrange certitude. Le secret que je cherchais ne se trouvait pas seulement derrière cette porte d'acier, mais dans la poche du notaire, là où il conservait ce double invisible qui contredisait la volonté apparente de ma tante. Ce double, je le savais désormais, n'était pas qu'une précaution. C'était une arme silencieuse dans une guerre qui se jouait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. La journée s'ouvrit, sous un ciel d'un gris uniforme, sans promesse d'éclaircie ni menace d'orage, comme si l'atmosphère elle-même voulait rester neutre face à ce qui allait se produire. La maison, plongée dans ce silence suspendu, semblait se tenir prête à absorber de nouvelles révélations sans jamais en trahir le poids. Chaque pièce, chaque meuble, chaque objet semblait imprégné de l'histoire qui s'était accumulée au fil des générations, comme une mémoire silencieuse refusant de s'effacer. Je descendis lentement les escaliers, conscient de l'importance de cette journée. Les marches, bien que solides, vibraient légèrement sous mon poids, comme si elles anticipèrent le chemin que j'allais emprunter. Le couloir menant au cabinet était baigné d'une lumière douce, filtrée par les rideaux encore tirés. L'air portait une odeur subtile, mélange de bois ciré et de métal froid, cette fragrance particulière qui semblait toujours entourer le coffre.
En entrant dans la pièce, je sentis la présence du coffre comme une force gravitationnelle. Son volume imposant, son éclat atténué par la poussière fine, ses lignes strictes, tout en lui évoquait à la fois la sécurité et l'emprisonnement. Je le fixai longuement, conscient que l'obstacle matériel n'était qu'une façade. Le véritable verrou se trouvait ailleurs, intangible, dans la décision de celui qui détenait l'information. La clé frappée du poinçon du notaire reposait sur mon bureau, isolée, comme un témoin muet. Sa présence ici, loin d'apporter des réponses, ne faisait que renforcer l'intrigue. Elle incarnait un lien direct avec l'homme qui, quelque part, conservait encore un double invisible, le code qui pouvait faire céder le coffre malgré la volonté de ma tante. Ce double n'était pas un simple ensemble de chiffres. Il représentait une fissure dans le pouvoir qu'elle croyait détenir. Je passai la matinée à parcourir une dernière fois la maison, comme pour prendre l'empreinte mentale de chaque lieu avant qu'un changement irréversible ne se produise. Dans la bibliothèque, les rayons semblaient me fixer de leur enfilade de dos reliés. Les volumes annotés par mon père étaient toujours à leur place, mais je remarquai que certains feuillets avaient été déplacés, comme si l'on avait cherché à effacer ou à insérer un élément. Le grenier, lui, conservait la même, odeur de poussière et de bois sec. L'écrin vide, trouvé plus tôt, y reposait encore, témoin silencieux d'un retrait prémédité. L'après-midi, je me concentrais sur les documents collectés au fil des derniers jours. Les relevés, les inventaires, le carnet de combinaisons. Chaque élément formait une trame qui, mise bout à bout, racontait une histoire cohérente. Ma tante avait changé le code dans une stratégie visant à retirer certains biens sans éveiller de soupçons immédiats. Le déplacement du coffre, les marques sur le parquet, l'ouverture récente attestée par les dates inscrites dans le carnet de mon père, tout concordait. Ce qui restait flou, c'était le rôle exact du notaire. Avait-il agi de connivence avec elle, ou s'était-il volontairement placé en position de contrepoids? Le soir venu, la lumière déclinante enveloppa la maison d'un halo doré qui adoucissait les angles et assourdissait les couleurs. Dans cette atmosphère presque irréelle, je sentis que le moment approchait. Les indices accumulés n'étaient plus de simples fragments. Ils formaient désormais une image nette. Le notaire avait toujours conservé le double, non par obligation. Légale seulement, mais par prudence personnelle. Cette prudence s'apparentait à une réserve stratégique, une manière de rester indispensable à l'équilibre des forces. Je m'assis dans le cabinet, face au coffre, laissant mes pensées s'ordonner. Le métal réfléchissait faiblement les derniers rayons du soleil, comme une lueur résiduelle avant la nuit. Dans mon esprit, je retraçais le chemin de chaque indice, de la clé trouvée dans la salle à manger à l'écrin vide du grenier, en passant par le carnet codé et les marques laissées par le déplacement du coffre. Tout convergeait vers un point précis, l'idée que le contrôle absolu sur cet objet n'appartenait ni à ma tante ni à moi, mais à celui qui, dans le silence feutré de son étude, conservait le double. La nuit tomba, et avec elle, une sensation étrange de résolution. Je savais que le coffre serait un jour ouvert, et que ce jour ne dépendrait pas seulement de ma volonté. Le code, inscrit sur un feuillet soigneusement plié, dormait quelque part dans la poche intérieure d'une veste ou dans un tiroir verrouillé du bureau du notaire. Cette image devint mon dernier souvenir conscient avant de quitter la pièce, le poids invisible de ce double, suspendu entre les mains d'un tiers, prêt à faire basculer l'équilibre fragile qui régissait notre héritage. La maison demeura silencieuse, mais son silence avait changé. Il n'était plus celui d'un lieu en attente, mais celui d'un lieu qui savait, qui avait enregistré chaque geste, chaque changement, chaque trahison. Et moi, en traversant une dernière fois le couloir, je compris que l'histoire du coffre n'était pas seulement une affaire de métal et de chiffres, mais le reflet exact des rapports de force qui s'étaient tissés dans l'ombre pendant des années.